Bon, bienvenue Arnaud à Win. Eh ben merci, merci Jocelyn. Même si tu connais déjà l'établissement, et merci d'avoir pris du temps pour venir ici pour cette interview. On va commencer l'interview déjà par te présenter. Donc je vais te laisser parler, mais est-ce que tu peux nous dire déjà qui tu es, d'où tu viens, peut-être ce que tu as pu faire dans le passé, ce que tu fais maintenant? Oui, alors donc belle photo de moi. Donc je suis Arnaud Courteil, donc le responsable technique et sportif des Boucles de la Mayenne. Je suis mayennais, j'habite donc à Argentré à côté de Laval. J'ai 35 ans, 2 enfants et donc je suis repassé à Win Sport School à l'issue de ma carrière de cycliste professionnel. Donc je suis revenu ici sur l'année 2021-2022. Comme tu l'as dit, du coup, tu as été cycliste professionnel. Comment tu as découvert le vélo? Et à quel moment tu t'es dit que ça pouvait devenir ton métier? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce que ça s'est fait naturellement? Oui, alors j'ai commencé le vélo assez jeune, à l'âge de 7 ans. Mon papa était cycliste, mon frère était cycliste, j'avais des copains cyclistes, donc naturellement, je me suis mis au vélo. Et le moment déclencheur où je me suis dit, voilà, j'ai envie d'en faire mon métier, c'est en 2008, j'étais champion de France espoir. Et là, je me suis dit, il faut que je mette tous les atouts de mon côté pour tenter de percer et faire carrière chez les pros. Et du coup, toujours dans le monde du vélo, est-ce que tu as découvert des valeurs personnelles ou professionnelles, des valeurs sportives qui ont pu t'accompagner tout au long de ta carrière et que vraiment que tu as eu dans le vélo? Oui, bah le vélo ou même, j'ai envie de dire presque n'importe quel sport de haut niveau demande beaucoup de travail, de rigueur. Donc ça, quand j'étais cycliste, par exemple, je faisais 30 000 km de vélo par an. Donc ça fait vraiment des heures et des heures de travail. Et finalement, cette valeur-là, je la retrouve dans mon après-carrière. Le travail, c'est assez bateau, mais le travail, ça paye. Alors parfois, ça met du temps, mais voilà, c'est toujours important. Le vélo, on se dit on est tout seul sur son vélo, mais c'est un vrai travail d'équipe. Comme dans le foot, il y a des défenseurs, des attaquants. Dans le vélo, il y a des équipiers, des leaders, des sprinters, etc. Et finalement, oui, c'est un vrai travail d'équipe. On va pouvoir passer du coup à ta présentation comme on vient de le faire. Bon, j'ai divisé un peu toute la présentation un peu comme un format de course, comme quand tu étais chez les pros. Donc là, on était sur la présentation des équipes. On va pouvoir passer maintenant au départ réel, donc ta carrière de cycliste professionnel, donc de 2011 jusqu'à 2020. C'est ça. Tu as été stagiaire à la FDJ juste avant 2011, et après Ouais, tu es passé professionnel du coup dans l'équipe dirigée par Marc Madiot, c'est une, ça. euh, une grande figure du cyclisme français et qui est en plus mayennais. Est-ce que le fait de travailler avec un personnage comme Marc Madiot, ça t'a apporté quelque chose en plus, ça a permis de te développer en tant que cycliste avec Oui. un personnage comme Marc? Marc Madiot, oui, c'est une personnalité dans le vélo, au niveau national, bien sûr, international, et il est mayennais. Donc, en étant mayennais, je connaissais Marc, son frère aussi, Yvon. Et forcément, signer dans l'équipe des frères Madiot, c'était vraiment plaisant. C'était un peu presque l'équipe de mes rêves. Après, Marc, on le voit, c'est une personnalité publique, une grosse personnalité. Il est un peu différent aussi en privé. Mais c'était un vrai privilège de collaborer et de travailler avec lui durant cette année. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'une journée type pour un cycliste professionnel? Bon, on va dire que ça a un peu changé entre les années 2011 et maintenant, mais comment toi tu t'organisais en tant que cycliste pro? Ah oui, alors c'est un petit peu particulier. Donc on est pro, mais finalement chaque coureur vit chez lui. En fait, on n'a pas comme dans un club de foot ou de hand, ça reste malgré tout assez individuel. Chacun vit où il le veut. Donc moi, je vivais en Mayenne. Et par contre, on se retrouvait régulièrement sur des stages d'entraînement. Donc là, par exemple, l'hiver, il y a des stages au soleil organisés par les équipes. Et ensuite, on s'en va donc sur les compétitions sur toute l'année, grosso modo de février à octobre, où là, c'est des déplacements en train, en avion, pour retrouver l'équipe. Et comme dans beaucoup de métiers liés au sport, tu as dû faire des sacrifices, j'imagine, que ce soit personnel, professionnel, même au niveau de la famille peut-être, pour Oui, réussir à arriver au top niveau. oui, alors oui, comme je disais, c'est le travail qui paye et il y a l'entraînement, mais il y a tout ce qui tourne autour. L'hygiène de vie, bien sûr, est important, le sommeil, la diététique, le suivi médical. C'est vrai qu'il faut être toujours en bonne santé. Notre propre corps, c'est notre outil de travail, donc voilà, on fait attention à beaucoup de choses. Après, je dirais, c'était pas forcément des sacrifices. Quand on est coureur ou même sportif de haut niveau, on a des rêves et quand on est, j'ai envie de dire, la tête dans le guidon, c'est pas forcément des sacrifices. Mais oui, faut se donner les moyens de réussir. Et justement, tu te donnais les moyens. Est-ce qu'en te donnant autant les moyens, il y a une course où tu es particulièrement fier,
même si tu l'as pas forcément gagné ou tu as pu aider un de tes coéquipiers à gagner ou autre, est-ce qu'il y a vraiment une course dans ta carrière où s'il y en avait qu'une à choisir, ce serait celle-ci? Alors, difficile parce que j'ai eu beaucoup de bons moments quand j'étais coureur. Après, je me souviens très bien quand j'ai bouclé mon premier Tour d'Espagne, c'était en 2012. Alors, j'avais fini très loin au classement général. Mais voilà, finir un grand tour de 3 semaines, c'était une vraie fierté, un vrai combat parce que c'est vraiment difficile physiquement et mentalement. Donc, ce premier grand tour que j'ai bouclé, c'était vraiment très chouette. Après, à titre individuel, j'ai pas gagné de course chez les pros. J'avais plus un rôle d'équipier, mais notamment avec la FDJ, on a remporté donc 5 titres de champion de France. Et là, c'était vraiment une grosse fierté pour l'équipe, pour moi, et vraiment beaucoup de bonheur. Et on sait que pour les deux frères Madio, les championnats de France, c'est quand même la course de l'année où ils ramènent toute l'équipe. Comment ça se passe un briefing comme ça avec les deux frères Madio avant un championnat de France où ils mettent énormément d'importance quand même sur une course comme ça? Ah oui, le championnat pour eux, c'est quelque chose qui leur tient à cœur. À partir du moment où il y a un maillot tricolore à aller chercher, on doit avoir le supplément d'âme sur la course. Voilà, quand on est arrivé sur un championnat de France, donc les championnats généralement c'est fin juin, juste avant le Tour de France, et on a un briefing donc la veille de l'épreuve. Donc Marc Madiot prend la parole. Et c'est vrai que si vous avez eu l'occasion de voir des briefings ou des discours de Marc Madiot, bon, il a une voix qui porte. Et c'est vrai qu'il sait galvaniser son équipe. Et ça, c'était assez incroyable. Bon, on dort pas forcément très bien la veille d'un championnat de France. Mais voilà, c'est un vrai meneur d'hommes. Et il sait donner le supplément d'âme à ses coureurs. Et donc, si je dis pas de bêtises, c'est en 2010, fin 2017 que tu quittes la FDJ pour C'est passer ça. du coup chez BNB Vital Concept. Est-ce que tu as vu une grosse différence entre ces deux équipes? Oui, alors c'est vrai que la FDJ, c'est une équipe qui était installée depuis des années. Depuis 96, l'équipe existe. J'ai fait 7 ans chez eux et j'arrivais un petit peu au bout d'un cycle. Et il y a cette nouvelle équipe BNB Hotel qui s'est montée avec Jérôme Pinault en manager. Et ça me permettait de partir sur un nouveau projet, un projet ambitieux, puisque l'équipe s'est vraiment bien développée. Et c'était un nouveau challenge pour moi. Et du coup, pour finir sur ta carrière professionnelle, est-ce que tu as un coéquipier ou quelqu'un dans ton entourage qui t'a vraiment marqué à la FDJ ou chez BNB Vital Concept, quelqu'un qui est devenu plus qu'un collègue ou qu'un coéquipier? Oui, j'ai eu des super équipiers, coéquipiers. À la FDJ, j'étais notamment avec Thibaut Pinot, Arnaud Desmar, Nasser Bouhaddi. BNB Hotel, j'étais avec Brian Cocard ou Quentin Paché ou Pierre Roland, par exemple. Mais je me souviens vraiment de Kenny Elissonde. Alors, c'est peut-être pas le coureur français le plus connu. Il n'a pas gagné beaucoup de courses, mais il en a gagné une très belle, c'est sur le Tour d'Espagne. On faisait chambre ensemble. Donc, quand on est coéquipier et qu'on partage pendant un mois la même chambre, forcément, on se connaît très très bien. Et Kenny Elissonde a gagné l'avant-dernière étape de la Vuelta, alors, je crois que c'était en 2013, en haut du sommet de l'Angliru. L'Angliru, ça fait partie des ascensions les plus difficiles au monde. Il gagne, alors c'est sûr, c'est pas moi qui ai gagné, mais c'était une victoire par procuration et un super pote aussi. Donc un grand moment. Après, moi, j'ai une petite question pour le public. On sait que les cyclistes et la clavicule, c'est une grande histoire d'amour. C'est vrai. Toi, tu as eu une belle histoire d'amour avec les fractures de la clavicule aussi. Je voulais vous poser la question de, à votre avis, combien de fois Arnaud a pu se casser la clavicule pendant toute sa carrière professionnelle? Ça reste encore là. 5. Ah ouais, 5. Eh ouais, 5 clavicules. C'est vrai que les chutes, forcément, ça fait partie du vélo. Pour la petite anecdote, j'ai fait ma première course pro au Tour du Gabon en janvier 2011. Je suis tombé, je me suis fracturé la clavicule là-bas. Donc j'ai fini à l'hôpital au Gabon. Bon, imaginez, ça fait un peu peur. Et ensuite, plusieurs fractures, notamment en Australie, une année. Et j'ai terminé ma carrière sur une fracture de la clavicule à Paris-Camembert en fin 2020. Bon, on peut dire que la boucle est bouclée, mais j'aurais préféré terminer autrement ma carrière de cycliste pro. J'ai préparé un petit jeu pour finir sur ta carrière pro, donc j'ai appelé ça la Dream Team. Je vais te demander de faire l'équipe de rêve avec soit des coureurs avec qui tu as pu courir à la FDJ ou chez BNB Hotel, soit des coureurs contre qui tu as pu concourir sur des grands tours ou autres. Donc je vais te demander de me citer un leader, un grimpeur, un sprinter, un rouleur, l'équipier modèle et un directeur sportif. Donc on a les 5 coureurs plus le directeur sportif. Donc un par catégorie pour faire vraiment pour toi l'équipe type, le 11 de légende du vélo.
Donc on peut commencer par un leader déjà, soit avec qui tu as pu courir ou que tu as pu affronter. Un leader, je pense à Thibaut Pinot. C'est vrai que Thibaut Pinot, il est connu du grand public. Moi, j'ai côtoyé déjà en 2009, j'avais fait les championnats du monde espoir avec Thibaut Pinot. On était ensemble en équipe de France et j'ai vu toute sa progression. Il était à 2 doigts de pouvoir gagner le Tour en 2019 et c'est un leader qui m'a marqué. Il savait fédérer autour de lui. Certains disaient qu'il savait pas forcément descendre, qu'il n'avait pas un très gros mental. Il a prouvé maintes fois qu'il savait se relever de tous ses pépins. Donc ouais, Thibaut, c'est un super leader. On va pas le mettre en doublon, mais du coup, en tant que grimpeur dans l'équipe, tu prendrais qui? Je vais mettre Kenny Elissonde. Ouais, Kenny Elissonde, même si il est un petit peu moins à son apogée, un peu plus en fin de carrière, mais c'est un super grimpeur. En sprinter, Arnaud Démare, ce serait le choix facile, mais est-ce que tu en as peut-être un autre? J'ai couru avec Arnaud et Nasser Bouhanni aussi. Nasser Bouhanni, j'étais avec lui l'année où il a été meilleur sprinter sur le Giro. C'est 2 personnalités différentes, mais Nasser Bouhanni avait peut-être quelque chose en plus du sprinter, la hargne. Il savait prendre des risques. Et j'ai bien aimé courir avec Nasser. Ouais. Du coup, tu as couru avec lui. On Avec sait que lui. les gens qui couraient contre lui étaient peut-être pas aussi fans du personnage. T'es quand même quelqu'un de particulier, Nasser, sur un vélo. Oui, après, j'imagine, tout sport de haut niveau et tout leader a une forte personnalité. C'est ce qui les fait avancer aussi. Un coureur, pour sortir du lot, c'est aussi le physique, mais c'est le mental, c'est la prise de risque, c'est la personnalité. Et Nasser, il avait une forte personnalité et c'est ce qui le faisait aussi avancer et performer sur le vélo. On passe au rouleur, du coup. En rouleur, alors difficile, il y en a pas mal, de très bons rouleurs. Remco Evenepoel, c'est vrai que c'est le nom qui ressort le plus, champion olympique cette année à Paris sur route, mais aussi du chrono. C'est un jeune coureur. Il a battu des coureurs comme Filippo Ganna ou autres. Donc ouais, Remco Evenepoel, c'est le top rouleur actuellement. Et pour finir, pour les coureurs, du coup, l'équipier modèle. L'équipier modèle, je vais penser à Geoffrey Soupe. Geoffrey Soupe, on est passé pro ensemble à la FDJ en 2011. Il a gagné quelques courses. C'est pas le plus connu, mais il est fidèle à ses leaders. C'est un coureur qui sait toujours se sacrifier. Et c'est vrai que dans le vélo, on l'oublie parfois. Mais les leaders, s'ils peuvent performer, c'est grâce à leurs équipiers. Et Geoffrey Soupe, qui est toujours dans le peloton pro, dans l'équipe Total Energy, avec une grosse barbe. Et c'est un super équipier, lui. Je sais pas si tu as eu le temps de courir avec lui, mais il y a aussi Clément Davy qui est mayennais et qui est passé par la FDJ dans la même équipe que toi, avec Marc Madiot. Je sais pas si tu as pu courir avec lui ou pas. Non, j'ai arrêté. Et puis lui est passé pro, donc dans la réserve et maintenant dans la World Team. Et oui, bien sûr, Clément Davy, super équipier, notamment d'Arnaud Démare sur les boucles de la Mayenne. Et pour finir, même si on connaît quand même la réponse, un directeur sportif ou un manager? Ouais, Marc Madiot, oui, c'est le manager le plus emblématique. C'est lui qui m'a fait signer mon premier contrat pro, forcément. C'était pas le plus grand tacticien, il faut le reconnaître. Marc, c'était un peu un bœuf, entre guillemets, dans ses stratégies. Sinon, je pense à Didier Rousse, que j'ai eu en tant que directeur sportif chez B&B Hotel. Didier Rousse, pour la petite idée, je l'ai eu en poster dans ma chambre quand il avait été champion de France à l'époque. Et après, je l'ai eu en tant que directeur sportif. Et c'est vrai que ça, c'était un lien assez particulier de le voir dans ma chambre et après à être sous ses ordres quelques années plus tard. Bon, on gagne le Tour de France avec une équipe comme ça ou c'est compliqué? Ouais, il y a de la concurrence, mais ouais, ça serait bien. Ça serait bien, ouais. Donc là, on a fini pour ta carrière de cycliste professionnel. À la fin de ta carrière, du coup, tu es revenu aux études à Winsport School. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a motivé à reprendre les études après une carrière professionnelle alors que tu avais peut-être d'autres portes qui s'ouvraient vers toi dans le monde du cyclisme? Pourquoi reprendre vraiment les études et pourquoi à Winsport School à Laval? Oui, pourquoi Winsport? Déjà, oui, fin de carrière fin 2020. Donc forcément, changeant de vie assez radical. Quand j'étais coureur, je partais plus de 200 jours par an de la maison. Beaucoup de voyages, je vivais à l'hôtel dans mes valises, etc. Et sauf que une carrière pro, ça s'arrête à un moment donné et il faut vite repartir. C'est vrai que faut vite se remettre des objectifs et j'avais sondé des copains qui travaillaient dans différents métiers.
donc l'ancien directeur de Win, et Eric Dussolier. Eric Dussolier, je l'ai rencontré en janvier 2020 quand j'étais encore coureur. Et je voulais voir un petit peu comment ça se passait l'événementiel sportif. Et il m'avait présenté plein de choses, ce qui allait se faire à l'Espace Mayenne. Et donc je me suis dit, je vais retourner à l'école, donc en B3 Win. Ça faisait plus de 10 ans que j'étais pas allé à l'école, donc j'étais un petit peu inquiet. Première semaine, j'étais arrivé avec ma feuille et mon crayon. J'ai vu qu'il fallait un ordinateur. Donc je me suis mis à la page. Et finalement, à partir du moment où il y a une certaine volonté, un projet, on se remet vite en question, on se remet au travail. Et puis j'ai passé une très belle année à Win Sport School. Et donc si je dis pas de bêtises, c'était déjà en alternance au Boucles de la Mayenne quand tu es arrivé à Win? Ouais, c'est ça, oui. J'avais fait l'édition 2021 en tant que bénévole et après je suis rentré en tant qu'alternant. Et donc comment tu as réussi à trouver l'équilibre vraiment entre les études, le fait d'être plus cycliste professionnel? Il y avait peut-être des changements dans ta vie. Tu avais ta femme, tu avais déjà des enfants, si je dis pas de bêtises, quand tu es revenu à l'école? Eh ben oui, j'étais le seul papa à l'école. J'emmenais mes enfants le matin à la garderie et à l'école. Et après, je venais ici, moi-même à l'école. Donc c'est vrai que c'était un peu une organisation. Voilà, après, comme je le dis, avec la volonté, l'envie, ça se fait. Après, oui, c'était de l'organisation et ça changeait complètement de ma vie d'avant. Et du coup, ouais, tu avais déjà pas mal d'acquis quand tu étais cycliste pro, tu avais déjà pas mal de connaissances. Qu'est-ce que ça t'a apporté de plus de revenir à Win plutôt que directement partir dans le monde du travail? Qu'est-ce que ça a apporté? Fallait déjà, oui, que je me remette à niveau. C'est tout bête, mais rien qu'au niveau informatique. J'avais jamais fait de présentation de PowerPoint et encore moins de Canva. Maintenant, c'est bon. Mais voilà, donc ça m'a permis de me remettre à niveau sur tous ces points-là. Il y avait plein de termes, le marketing sportif et tout ça. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça, hein. À la base, j'avais fait un BTS travaux publics. Donc, ça m'a remis à niveau d'un point de vue événementiel, sportif, commercial, etc. Et puis, je suis venu avec ma rigueur de travail de cycliste et j'essaie d'appliquer ça à l'école. Et donc le fait de passer de faire du vélo tous les jours à venir sur les chaises de l'école, ça n'a pas été trop compliqué? Si. Avant, c'est vrai que je faisais du vélo 6 jours sur 7, 11 mois de l'année. Là, oui, me retrouver une journée entière, une semaine entière sur une chaise, oui, c'était un petit peu particulier. Ça devait changer. Et donc la suite logique de ton passage à Win, c'est du coup directement les Boucles de la Mayenne, où tu as été employé dès la sortie de l'école. Est-ce que tu peux nous parler de ton rôle aux Boucles de la Mayenne? Qu'est-ce que tu peux faire? Oui, eh bien en fait, quand je suis arrivé aux Boucles, il y avait l'ancien responsable technique qui était lui bénévole, hein, Guy Leriger, qui passait sa vie à bosser donc bénévolement pour les Boucles, hein, donc je le salue. Et voilà, il arrivait à 75 ans, et à un moment donné, voilà, c'était impossible de retrouver un bénévole aussi impliqué. Et donc, les Boucles de la Mayenne m'ont embauché. Je suis donc le deuxième salarié des Boucles, hein. Mon collègue Sébastien Beignet, lui, est vraiment sur la recherche de partenaires. Et moi, c'est l'aspect technique et sportif. Donc, c'est les tracés des parcours, l'organisation avec toutes les villes départ arrivées, relations préfecture, gendarmerie, police. Donc, surtout l'aspect technique. Et après, il y a l'aspect sportif. Donc, sur les 4 jours, je suis le directeur de course. Donc, c'est moi qui fais le briefing général. Relation avec les équipes, avec le président du jury, relation avec la télé, puisque bien sûr on est diffusé à la télé. Donc c'est assez vaste et c'est aussi très enrichissant. Et en fait, je continue à apprendre tous les jours quand je vais bosser. Et c'est quoi du coup une journée ou une semaine type aux Boucles de la Mayenne? Il n'y a pas vraiment de semaine ou de journée type. Alors j'emmène toujours mes enfants à l'école le matin, donc ça me permet de commencer pas trop tôt. Mais il n'y a pas de journée vraiment type. En fait, j'ai envie de dire, c'est plus une année type pour organiser. Donc nous, l'année prochaine, ce sera du 29 mai au 1er juin. Et en fait, c'est tout un cheminement pour arriver près le 29 juin. Et donc, il y a des récurrences, bien sûr, au niveau de l'organisation. Mais sur une année, c'est que des missions, entre guillemets, nouvelles que je vais répéter l'année après. Mais oui, ça va aussi bien sur les réunions d'organisation. Je fais un peu de commerce pour aller chercher des partenaires, la gestion de la télé, préfecture, gendarmerie. Mais finalement, ce qui peut être le plus dur, oui et non, c'est moi, mon propre patron, et c'est à moi de m'organiser mon planning. Entre guillemets, si je veux rien faire, je peux me dire je fais rien une journée, mais ça me pénalise pour la suite. Donc c'est à
à moi vraiment d'être autonome pour me faire mon planning de travail. Et donc vous êtes que 2 salariés maintenant en boucle, pas un peu plus maintenant. Oui. Comment on gère tous les bénévoles que vous avez? Parce que vous avez quand même énormément de bénévoles, que ce soit déjà des centaines sur le moment, sur le week-end de la course, mais même tout au long de l'année, il y a énormément de bénévoles. Comment tu fais pour gérer tout ce monde-là, pour leur dire quoi faire, pour réussir à les récompenser aussi, parce que c'est du temps qui passe toute l'année? Oui. Bah oui, oui, c'est vrai que le fait qu'on soit salarié et qu'on travaille avec des bénévoles, la relation est différente qu'entre salariés. Les bénévoles, il faut savoir les fédérer, les motiver. Je sais qu'on des bénévoles, on peut leur demander beaucoup de choses. C'est ça qui me surprend toujours. Entre guillemets, des bons bénévoles, ils vont être hyper impliqués, ils vont être hyper carrés, mais faut toujours être avec eux quand même pour les guider, les aiguiller. Mais on a la chance d'avoir des super bénévoles investis à l'année. Au conseil d'administration des boucles, donc il y a 40 personnes donc, qui ont des missions sur l'année. Donc c'est souvent des responsables de commission. Et sur la course, on a tous les signaleurs sur le parcours, 750. Et après, on a 250 personnes qui travaillent montage des infrastructures au départ, à l'arrivée, les repas, les motards, les chauffeurs, l'hospitalité, l'accueil du public. Donc ouais, ça fait vraiment beaucoup de monde. Et à titre indicatif, là, sur le mois d'avril, je vois ces 250 personnes, équipe par équipe. Je leur prépare des dossiers pour tout le monde, pour que chacun puisse connaître vraiment sa mission le jour J. Et ouais, donc c'est un gros boulot, mais c'est aussi gratifiant de pouvoir travailler avec toutes ces personnes-là. Et donc toi, maintenant on le sait, tu as été cycliste professionnel. Est-ce que du coup cette carrière dans le monde en tant que cycliste, ça t'a permis de pouvoir ramener des choses en tant que maintenant organisateur de course? Est-ce que tu as pu changer des choses que tu n'aimais pas en tant que cycliste ou que tu trouvais pas forcément correctes ou cool pour les amener justement aux boucles de la Mayenne? Oui, l'idée c'était d'apporter une certaine plus-value avec ma carrière. Alors oui, j'ai changé des choses. Alors pour révolutionner la course, on fait pas ça du jour au lendemain. Mais oui, des nouveautés, notamment avec le retour du prologue à Espace Mayenne. Donc ça a été mon premier gros chantier la première année. Une étape du samedi qui est un peu spécifique, plus longue, plus difficile, mais qui impose des contraintes organisationnelles. Voilà, le tracé des parcours, en tant qu'ancien coureur, je sais ce qui peut correspondre, ce qui peut plaire, et j'essaie d'apporter cette plus-value dans la construction des éditions des boucles. Et on peut voir du coup que les boucles maintenant grandissent de plus en plus. Il y a des grandes stars qui sont passées, comme Mathieu Van Der Poel quand même, qui est maintenant multiple champion du monde. Il y a Brian Cocard par exemple, qui a pu gagner les boucles de la Mayenne, Thibaut Ferras ou même Alberto Becciol, donc le champion d'Italie de cette année. C'est quoi pour toi la plus grande star qui a pu passer par les boucles et aussi toi ton meilleur souvenir sur les boucles de la Mayenne, que ce soit maintenant que tu es salarié ou même avant quand tu pouvais y aller? La plus grande star, oui, Mathieu Van Der Poel, double vainqueur des boucles, qui est devenu par la suite donc champion du monde sur route. Et j'étais vraiment fier de l'édition 2024, Alberto Becciol, donc il gagne sur l'étape du samedi, la plus difficile, celle que j'avais tracée, que j'avais pensé, réfléchi, retourné dans tous les sens, pour justement offrir le meilleur terrain de jeu aux punchers. Et dans mes rêves, j'avais Becciol qui attaquait dans le final avec Marc Hirschi, avec des coureurs d'envergure internationale. Ça s'est passé comme ça. Alberto Becciol gagne. Ensuite, il est champion d'Italie 15 jours après. Et ensuite, il était sur le Tour. Donc ouais, Becciol, j'étais assez fier qu'il gagne cette année en 2024. Et est-ce que toi, du coup, en tant que responsable des boucles, tu as des petits privilèges avec ce genre de coureur? Tu peux passer des moments que entre vous pouvez discuter, des petits moments privilégiés, ou c'est vraiment qu'ils sont dans leur course et il n'y a pas trop de moments où on peut discuter ou faire autre chose que du vélo? Si, finalement, je connais encore beaucoup de coureurs dans le peloton, donc je leur envoie des petits messages de temps en temps, pensez à venir aux boucles. On envoie les invitations au mois d'octobre pour notre plateau des équipes l'année prochaine. Mais Becciol, par exemple, je lui ai renvoyé un petit message sur LinkedIn. Il faut tous avoir un compte LinkedIn. Il m'a répondu, c'est sympa, et son équipe va venir l'année prochaine. Mais si on échange, ou même à l'occasion des podiums protocolaires, on échange toujours avec les leaders. C'est bien d'avoir aussi leur retour, et puis pour toujours s'améliorer. Et est-ce que donc les boucles de la Mayenne, vous avez des objectifs pour plus tard, peut-être grandir, passer sur un échelon supérieur, ou même pour toi, des objectifs personnels ou professionnels pour l'avenir? Oui, les boucles, forcément, on veut toujours faire mieux.
Ça, c'est sûr. Et puis, il faut toujours avoir des objectifs et être ambitieux pour motiver toute l'équipe. Après, ça reste une très grosse organisation, une grosse machine. Et avant de révolutionner quoi que ce soit, c'est pas simple. Mais oui, on a des objectifs d'évolution pour les boucles, à moyen terme, à plus long terme. En fait, on a un cap 2030, hein, comme on peut avoir dans une entreprise, avec des objectifs d'évolution. Donc voilà, je vais rester discret pour l'instant. Mais oui, on a envie de continuer à progresser. C'est les petits secrets qu'on va bientôt découvrir. C'est ça. Et donc pour la course de 2025, vous avez déjà annoncé le circuit, ça avance bien pour l'instant? Oui, donc on a sorti notre teaser là au mois de septembre où on a annoncé les étapes. Donc on aura toujours le prologue à Espace Mayenne et 3 étapes en ligne. Et donc voilà, non, bah bien sûr, je vous invite à venir à Espace Mayenne le jeudi 29 mai. Bon, ce sera férié, mais bien sûr, vous serez les bienvenus pour découvrir un peu notre organisation. Et puis après, 3 étapes en ligne. Le dimanche, on arrivera toujours à Laval. Et cette fameuse étape du samedi, l'étape reine la plus difficile dans les Coévrons. C'est sûr que l'étape de samedi de l'année dernière avait fait un petit peu le buzz. C'est là où il y avait l'étape la plus dure et où tout le classement s'était renversé. Donc l'idée de continuer ce genre d'étape, c'est cool pour le divertissement aussi, je pense. Ouais, bah c'est ça. Il nous faut du spectacle pour les coureurs, pour les spectateurs. Et c'est aussi à travers les parcours qu'on peut proposer qu'il y ait du spectacle. Et donc on peut voir sur le Tour de France qu'il y a une immense caravane publicitaire. Vous avez décidé vous aussi au Boucles de la Mayenne de mettre en place une caravane qui, si je dis pas de bêtises, est la 2e plus grande après le Tour de France. Oui, c'est ça. Pourquoi mettre en place une caravane? Pourquoi dire aux partenaires de faire ce genre d'animation? Eh bien, en fait, on sait qu'il y a des passionnés de vélo en Mayenne un petit peu partout, mais notre idée, c'était d'attirer des gens qui connaissent pas forcément le vélo, qui viennent plus pour prendre du bon temps, par exemple en famille. Donc, c'est un peu le même principe que la caravane du Tour de France. Elle passe 1 heure avant la course. Donc, on voit régulièrement des familles sur le bord des routes pique-niquer avec les enfants, les papis, mamies, récupérer des goodies. Et c'est des gens qui restent après pour regarder la course. Et nous, l'idée, c'est de rassembler le maximum de monde, des connaisseurs du vélo et des gens qui viennent plus par curiosité. Et donc pour faire la passerelle entre Winsport School et les Boucles de la Mayenne, on a pu voir que tu avais pris plusieurs stagiaires, dont moi, dont Axel, dont certains peut-être qui sont présents dans la salle, même maintenant des alternants. Pourquoi tu mets de l'importance comme ça au fait d'accueillir des jeunes, de les former, etc. dans ta structure? Oui, en fait, moi j'étais le premier alternant aux Boucles. Avant moi, il n'y en avait pas eu. On n'avait pas forcément les locaux pour accueillir. Maintenant, on a des bureaux dans la zone des Touches à côté. Donc, on a de la place pour accueillir du monde. Et je pense que c'est vraiment important. L'alternance, déjà, moi, pourquoi j'ai repris les études, c'est parce qu'il y avait de l'alternance. Je pense qu'une formation 100% à l'école, c'est très bien, mais c'est quand même avec l'alternance qu'on peut se rendre compte des contraintes en entreprise. On accueille aussi des stagiaires et je pense que c'est important pour la transmission des plus jeunes de proposer ce type de stage. Pour conclure, on va pouvoir te poser quelques questions. Moi, j'en ai encore quelques-unes, mais si le public veut t'en poser, il n'y aura pas de souci. Si tu pouvais reprendre ton parcours, donc que ce soit dans le cyclisme amateur, professionnel et maintenant dans le monde pro avec les boucles, en 3 mots, tu choisirais quoi comme mot pour décrire toute ta carrière? Ah ouais, c'est dur ça. Résilience. Alors ça, c'est vrai qu'on l'a souvent dit après le Covid, mais notamment dans ma carrière, suite à toutes mes chutes, y a bien des fois où je me suis dit qu'est-ce que je fous là, c'est dur, je me blesse, je risque un petit peu ma vie parfois, mais je repartais. Donc ça, ouais, même si on a parfois des échecs, des doutes, j'ai envie de dire presque, c'est un peu sadomaso, mais plus c'est dur, plus la victoire ou le succès derrière sera gratifiant pour vous. Il n'y a rien de facile, même si vous avez des objectifs élevés. Il faut travailler. Parfois, vous allez tomber. Parfois, vous allez douter. Mais le jour où vous allez réussir votre projet, là, vous serez vraiment fier et c'est vraiment top. Bon, ça fait plus de mots, ça fait le travail, la résilience et la passion. Parce que pour réussir quelque chose, il faut être passionné. C'est dur, ok. Comme tu me disais, quand on est coureur, on fait des sacrifices. Mais quand on est passionné, les sacrifices, on les voit pas. Après coup, on se dit, ah ouais, j'ai sacrifié peut-être pas mal de choses. Mais il faut être passionné, il faut être curieux aussi. Mais si vous avez des projets par passion, le travail, vous le verrez presque pas passer.
Et puis c'est chouette d'avoir un boulot passion. Donc, moi, que ce soit quand j'étais coureur ou maintenant, ça reste des boulots passion. Entraînement difficile, victoire facile, comme on dit. Voilà, c'est ça. Et donc, si tu avais peut-être un message pour les étudiants de Win ou les jeunes sportifs en général qui rêvent peut-être de devenir cycliste, footballeur ou tous les sports, devenir professionnel, toi, comment ça s'est passé vraiment la transition entre le monde amateur et le monde pro? Est-ce que tu as dû vraiment travailler énormément ou est-ce que ça s'est fait naturellement? Eh ben non, c'est difficile, hein. Dans n'importe quel sport, pour réussir et passer pro, c'est le travail. Il faut un peu de réussite, ça c'est clair. Mais par exemple, quand j'étais à l'école à Laval, donc en BTS, j'avais pas d'horaire aménagé. J'avais 37 heures de cours par semaine, donc avec des projets, etc. Eh ben, je m'entraînais le soir avec mes petites lampes là au mois de décembre, janvier, enfin toute l'année. Et c'est vrai que c'était difficile. Parfois, ça peut être dangereux, mais je regrette rien parce que finalement, c'est grâce à ces entraînements difficiles que voilà, j'ai pu espérer passer pro ensuite. Donc ouais, si vous avez des rêves, travaillez, faut rêver. Alors, faut être un peu lucide parce que les rêves, c'est bien, mais oui, il faut toujours garder la flamme, entretenir la flamme, travailler, rêver, garder un petit peu de lucidité, mais le tout, c'est d'avoir des objectifs et de se donner les moyens de réussir. Et bah, merci en tout cas. Merci, Jocelyn. C'était top. Parfait. Merci à vous.